Nous sommes le 9 janvier 2007 à San Francisco. Un homme monte sur scène. Son nom, Steve Jobs. Dans les minutes à venir, cet homme va annoncer un produit révolutionnaire. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. La foule est en délire, mais quel que soit leur enthousiasme, on peut être quasiment certain qu'ils sous-estiment l'importance de ce qui est en train de se dérouler devant leurs yeux. L'iPhone va changer la vie de chacun d'entre nous en créant une catégorie de produits avec laquelle nous passons des heures chaque jour. Cette catégorie de produits, bien sûr, c'est le smartphone avec écran tactile. Les applications qu'il a rendues possibles ont transformé notre manière de communiquer, de nous déplacer et de nous divertir. Depuis, le cours de l'action Apple a fait x30, ce qui en a fait l'entreprise la plus valorisée au monde. Mais ceci n'est pas une vidéo sur l'iPhone. C'est une vidéo sur ce moment où vous montez sur scène, où le monde entier vous regarde, et où vous annoncez un produit révolutionnaire. On va parler d'un petit studio de jeux vidéo polonais qui est parti de rien et qui s'est hissé au sommet de son industrie, adulé par les fans et encensé par les critiques. Ils ont désiré plus que tout avoir leur moment Steve Jobs. Et ils l'ont eu. Malheureusement, ils ont aussi dû en payer le prix, car jouer avec la hype, c'est jouer avec le feu. Tant que vous contrôlez, tout va bien. Mais en un instant, ça peut vous péter à la figure. CD Projekt est un éditeur de jeux vidéo polonais fondé en 1994 par deux amis. Je vous mets leurs noms ici et ici, mais je vais pas vous les lire à l'oral parce que pour être honnête avec vous, je n'ai aucune envie de passer les 20 prochaines minutes à massacrer des noms polonais. Nos deux amis, donc, commencent leur carrière au début des années 90 en vendant des jeux piratés sur un marché à ciel ouvert aux alentours du Stade national de Varsovie. Le problème pour eux à l'époque, c'est pas d'échapper à la police ou à Adopi. D'ailleurs, ce qu'ils font n'est pas techniquement illégal puisque la Pologne se rappelle du communisme et n'a aucune loi sur les droits d'auteur. Donc leur principale difficulté, c'est de mettre la main sur des jeux à revendre, ce qu'ils parviennent à faire grâce à un réseau compliqué de correspondants à l'étranger avec qui ils échangent des cassettes, pas des disquettes, des cassettes, parce qu'apparemment à l'époque, les disquettes n'étaient pas encore là, en tout cas en Pologne. Mais avec le temps, les lois évoluent et l'arrivée en Pologne d'un marché légal avec une protection des droits d'auteur leur donne l'opportunité de se professionnaliser. Ils deviennent un distributeur officiel pour des éditeurs de jeux vidéo étrangers. En 1999, ils importent légalement le jeu Baldur's Gate et ils embauchent des acteurs polonais pour localiser les dialogues. En 2002, ils commencent à créer leur propre jeu en fondant CD Projekt Red, leur studio de développement. Leur premier jeu sera The Witcher, l'adaptation d'une série de romans polonaises quasiment inconnue en dehors d'Europe de l'Est. Contre toute attente, The Witcher sera un carton mondial, donnant lieu à une série de 3 jeux qui ont collectivement écoulé plus de 50 millions d'exemplaires. Ce qui est marrant, c'est que même l'auteur des romans d'origine ne croyait pas que c'était possible. Du coup, il avait vendu les droits d'adaptation pour sa série de romans pour à peine plus de 10 000 €. CD Projekt a transformé cette matière première inconnue en des centaines de millions de profits. Sans surprise, ça a donné lieu à un procès de l'auteur qui réclamait plus d'argent, il voulait environ 16 millions, et il a fini par trouver un accord avec le studio pour une somme a priori inférieure à 16 millions, mais le chiffre exact n'est pas public. Au moins, l'auteur pourra les remercier d'avoir popularisé ses romans dans le monde entier. Parce qu'en 2001, il y avait une première adaptation au cinéma du Witcher qui ressemblait à ça. To przecież małe dziecko! Dosyć tego! Mais grâce au succès de la série de jeux vidéo, la licence a été reprise par Netflix qui a fait sa propre série, et c'est plus la même limonade. Donc c'est une histoire qui commence bien. C'est l'ascension improbable d'un petit studio polonais qui lance un des jeux de rôle occidentaux les plus populaires du XXIe siècle. Et si vous étiez parti de rien, et 20 ans plus tard vous avez une série de jeux blockbuster à mettre sur votre CV, que feriez-vous? La réponse est évidente, frapper encore plus gros, encore plus fort, créer un nouveau jeu qui explose tout. Et donc on arrive sur le sujet principal de cette vidéo. Le nouveau jeu de CD Projekt Red est annoncé en 2012. Dès l'annonce, on comprend qu'on est censé trembler dans nos bottes d'anticipation, parce que c'est le genre de produit dont le titre ne peut pas être annoncé par un simple communiqué de presse. Non, on a le droit à un trailer, dont le seul but est de révéler le nom du jeu, point par point, à la manière d'un striptease. Ça pose le décor d'un studio qui commence à se prendre très au sérieux, et qui sait que tout le monde attend avec impatience ce qu'ils vont faire ensuite.
Quelques mois plus tard, en janvier 2013, le premier trailer en bonne et due forme sort. CD Projekt espère faire 1 million de vues sur les premières semaines. Le trailer explose rapidement les 10 millions de vues et aujourd'hui il en cumule plus de 24 millions. À partir de là, la locomotive de la hype est en marche. Nourrie par les annonces ambitieuses des développeurs et l'imagination avide des fans. Tout culmine en juin 2019 lors de l'E3, la plus grosse conférence annuelle de l'industrie, où Keanu Reeves, star de Matrix et de John Wick, apparaît sur scène pour présenter le jeu et révéler qu'il sera un personnage central de l'histoire. Internet est en délire. Le casting est parfait. Les développeurs d'un jeu culte qui s'associe avec un acteur de film culte. The feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. C'est le moment Steve Jobs de CD Projekt. Ils sont sur scène, devant le monde entier, et ils sont sur le point d'annoncer un produit révolutionnaire. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples que ça derrière les coulisses. Le succès ne rend pas heureux. Ça vous donne simplement soif de plus de succès. Un youtubeur gagne 100 000 abonnés et reçoit un joli trophée argenté, mais pendant qu'il tient ce trophée entre ses mains, la seule chose à laquelle il pense, c'est le million d'abonnés. Un entrepreneur rêve de gagner 50 000 € par an pour vivre de son business à plein temps. Et le jour où il y arrive, il démissionne de son job et il ne rêve plus que d'une chose, de gagner 50 000 € par mois. Un développeur crée un jeu adulé par la critique et qui rapporte une tonne d'argent. Maintenant, son objectif, c'est de créer le prochain GTA. Dans une interview avec le site polonais Gaeta.pl, un des cofondateurs du studio, qui siège désormais au conseil de direction, explique. Je crois que personne parmi nous ne s'attendait à un succès aussi incroyable pour The Witcher 3 et CD Projekt. On parle d'un jeu qui a gagné quasiment toutes les récompenses et les prix possibles dans cette industrie. Et si nous pouvions attendre quelque chose de plus, ce serait des ventes encore meilleures. The Witcher 3 était bien sûr un succès commercial gigantesque, mais en termes de ventes, il y a encore beaucoup de place pour grossir. L'ambition de CD Projekt est de rattraper les plus gros développeurs au monde. Plus loin dans l'interview, il précise qui sont ses plus gros développeurs au monde. C'est Blizzard, l'éditeur qui a créé les séries Warcraft, Diablo et plus récemment Overwatch, et Rockstar, créateur de GTA et de Red Dead Redemption. Je crois que Cyberpunk 2077 peut être un bien plus gros succès que The Witcher 3. Le monde futuriste de Cyberpunk est bien plus proche de ce que nous connaissons dans nos vies quotidiennes. C'est aussi un univers beaucoup plus populaire, souvent représenté dans les films, livres, BD et jeux vidéo. Il faut se souvenir que l'heroic fantasy est un sujet beaucoup plus niché. Je crois qu'avec Cyberpunk, CD Projekt peut se battre non seulement pour des récompenses prestigieuses, mais aussi pour un succès commercial énorme. C'est difficile d'atteindre les deux en même temps dans notre industrie, mais c'est parfaitement faisable, comme l'ont montré Rockstar et par le passé Blizzard. Le succès passé n'a pas satisfait les dirigeants de CD Projekt. Au contraire, il n'a fait que nourrir leur ambition. Et cette ambition, c'est pas qu'une stratégie marketing. Les dirigeants du studio internalisent la hype. Ils y croient. Et ça commence à influencer leurs décisions. On a pris une licence totalement inconnue en dehors de la Pologne et on a créé un blockbuster mondial, se disent-ils. Maintenant, on a beaucoup plus de moyens, un univers qu'on contrôle totalement et des millions de fans, on ne peut faire que encore mieux. Prenez par exemple cette scène parlante qui a été décrite à un journaliste de Bloomberg par un ex-employé. Un de ses collègues avait demandé lors d'une réunion comment l'entreprise pouvait s'attendre à créer un projet beaucoup plus ambitieux techniquement que The Witcher sans prendre plus longtemps. Quelqu'un a répondu « On trouvera la solution en cours de route ». Le résultat est désormais connu. Le lancement du jeu, initialement prévu pour janvier 2020, est repoussé à 3 reprises. Finalement, pour ne pas manquer la période des fêtes qui domine les ventes annuelles de jeux vidéo, Cyberpunk sort le 10 décembre 2020. Les premiers tests sont publiés par les sites spécialisés, et ils sont très positifs. Mais rapidement, les retours des joueurs arrivent, et là les choses se compliquent. Il s'avère que le jeu tourne relativement bien sur des gros PC, avec des bugs certes, mais rien qui ne puisse être réparé via des patchs. En revanche, sur console, et notamment les consoles de la génération précédente, c'est-à-dire la PS4 et la Xbox One, le jeu fonctionne terriblement mal. On découvre que CD Projekt n'a fourni d'exemplaires du jeu qu'aux testeurs PC. Les testeurs console se rendent compte en même temps que les clients que le jeu est une catastrophe technique sur leur plateforme de prédilection. Il y a un dicton qui dit que essayer de dissimuler un crime, c'est pire que de l'avoir commis. Sortir un jeu buggé, c'est dommage, mais les joueurs l'ont souvent pardonné par le passé. Par contre, volontairement dissimuler la réalité en ne fournissant pas de version test, ça va être perçu comme une trahison qui sera beaucoup plus difficile à avaler. Le studio se justifie en expliquant qu'ils n'ont proposé que la version PC aux testeurs parce qu'elle représentait mieux le produit final au moment où les tests ont commencé, c'est-à-dire quelques semaines avant la sortie officielle. Ça laissait au studio le temps de peaufiner cette version console qui était censée rattraper la version PC grâce aux améliorations faites sur les dernières semaines. Et c'est bien possible que ça soit vrai, au moins dans les grandes lignes. Ce serait un autre exemple de ce champ de distorsion de réalité qui fait dire aux dirigeants de CD Projekt « On a fait The Witcher, on peut accomplir n'importe quoi ». Quoi qu'il en soit, ça n'a pas suffi et le jeu est sorti avant d'être fini. Face aux joueurs furieux, CD Projekt a annoncé une politique de remboursement pour tous ceux qui le souhaitaient. Mais il n'avait pas l'infrastructure en place pour gérer des centaines de milliers de plaintes et donc leur réponse de base c'était «
voyez avec la personne qui vous a vendu le jeu. Mais apparemment, ils ont oublié de se mettre d'accord avec ses revendeurs au préalable. Et Sony notamment n'a pas apprécié qu'on leur repasse le problème comme une patate chaude et qu'on inonde leur support client avec des demandes de remboursement. Alors Sony a pris une décision sans précédent, simplement retirer Cyberpunk du PlayStation Store. Si l'arrivée de Keanu Reeves sur scène était l'instant où CD Projekt est arrivé au sommet de sa trajectoire, l'annonce que Sony allait retirer le jeu de la vente marque le point le plus bas de cette saga. On peut facilement imaginer comment la hype est montée à la tête des dirigeants de CD Projekt. Ce petit studio polonais sorti de nulle part prépare un des jeux les plus attendus de toute l'industrie. Il y a de quoi avoir des étoiles dans les yeux, mais c'est dangereux de commencer à croire à votre propre hype. Ce n'est pas parce que vous avez un gros succès derrière vous que votre prochain projet est un carton garanti. Mais surtout, jouer avec la hype, c'est comme jouer avec le feu, parce que la foule qui vous applaudit sur scène quand vous avez fait des grosses promesses peut tout aussi facilement se retourner contre vous. Les réseaux sociaux, et en particulier Twitter et YouTube, récompensent avant tout la négativité. Pour faire beaucoup de clics, il n'y a rien de mieux que de taper sur quelque chose de populaire, que votre cible soit un film ou un téléphone ou même un autre youtubeur, ça n'a pas d'importance. Et donc la hype contient les graines de sa propre destruction. Aussi léché soit le produit, il y a une armée de créateurs qui ont de l'argent à gagner en le descendant publiquement. On peut se dire que Cyberpunk avait des défauts particulièrement graves, notamment ses bugs. Mais sur PC en tout cas, ces bugs n'ont pas tant rebuté les testeurs qui ont donné d'excellentes notes au jeu. Mais si ça n'avait pas été les bugs, ça aurait été autre chose. Prenez l'exemple de l'autre candidat au titre de jeu le plus attendu de 2020, Last of Us Part 2. Comme son nom l'indique, c'est la suite de Last of Us, un jeu extrêmement populaire du studio américain Naughty Dog, sorti en 2013. Ça fait donc quasiment aussi longtemps que les fans attendent la suite de Last of Us que Cyberpunk. Le jeu est finalement sorti cet été en exclusivité sur PS4. La version PS4 de Cyberpunk était tellement dysfonctionnelle que Sony l'a retiré de la vente. Au contraire, Last of Us 2 sur PS4, c'est un des plus beaux jeux jamais vus sur la console. Le niveau de finition est époustouflant, que ce soit au niveau des dialogues, des animations et des environnements. Et pourtant, la conversation autour du jeu sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube a tourné quasiment entièrement autour de la négativité. Il y a des vidéos qui durent littéralement plusieurs heures qui expliquent pourquoi le jeu est horrible et détruit tout ce qui a fait le succès de l'original. Dans ce cas-là, les gens se plaignent de l'histoire et des personnages. Et personnellement, je pense qu'ils ont complètement tort et ils critiquent exactement ce qui rend le jeu brillant. On va pas rentrer dans ce débat parce que c'est pas le sujet. Ce qui est marquant, c'est que même sur un jeu qui est aussi proche de la perfection technique qu'il est possible d'être, le discours sur internet tourne entièrement autour de ses défauts, réels ou imaginaires. Il faut voir ça comme une loi immuable de la psychologie humaine sur internet. Toute chose populaire attire des critiques parce qu'il y a des clics et donc de l'argent à se faire en expliquant aux gens pourquoi cette chose est en fait nulle. Et ce n'est pas limité au monde du jeu vidéo. Regardez les réactions autour de la dernière saison de Game of Thrones. Quand la série débutait, il y avait des clics à faire, ou au moins du statut social à gagner en chantant les louanges d'une série que relativement peu de gens regardaient. Mais quand Game of Thrones est devenue une des séries les plus populaires au monde, il n'y avait plus personne pour la défendre. On avait beaucoup plus à gagner, à taper dessus. Sinon, regardez le mépris que les fans de Star Wars ont pour la série de préquels qu'ils ont attendu pendant 16 ans. Quels que soient les défauts de ces films, il y a pire. Cette réaction émotionnelle intense vient des attentes démesurées qui ont pris racine au fil des années. C'est sans doute pour ça que quand j'ai vu La Menace Fantôme au cinéma en 99 sans aucune attente particulière, j'ai pensé que c'était le truc le plus ouf que j'ai vu dans toute ma vie et j'ai passé le reste de l'été à faire des combats de sabre laser imaginaires avec mon frère. Ou peut-être que j'étais un petit gamin qui comprenait rien et qui croyait que Men in Black était le chef-d'œuvre cinématographique le plus incroyable de l'histoire du cinéma. Peu importe. Ce qui est important ici, c'est que la hype est une arme à double tranchant et que CD Projekt se l'est complètement enfoncé dans l'œil. Oui, le jeu va quand même rapporter de l'argent. Apparemment, il était déjà rentable rien qu'avec les précommandes. Mais ces précommandes, rendues possibles par la hype, ont elles-mêmes été un piège. Parce qu'on peut se demander, qu'est-ce qui empêche CD Projekt de retarder le jeu de 6 mois ou même d'1 an? Certains diront la cupidité, ils cherchaient absolument à lancer pendant les fêtes pour générer un max de ventes. Mais la vérité, c'est que CD Projekt travaillait sur le projet depuis 8 ans. Qu'est-ce que 6 mois de plus? A priori, le studio n'était pas en difficulté financière particulière. En réalité, ils étaient pris au piège de leur propre hype. L'ombre de précommande était telle que chaque délai annoncé rendait furieux les clients qui avaient déjà payé et déclenchait probablement une vague de remboursement. Donc plus le jeu était attendu, moins ils pouvaient se permettre de le retarder. En plus de ça, il y a de nombreux exemples de jeux annoncés en fanfare qui sont finalement jamais sortis, ou sortis dans une version radicalement inférieure à ce qui avait été promis. Il y a même un terme pour ça, le vaporware. Et à un certain point, entre les grosses annonces et les retards, Cyberpunk était dangereusement proche de cette catégorie. La blague facile, c'était que le jeu finirait par sortir en 2077. Donc chaque retard augmentait le scepticisme des fans, qui ont appris qu'un développement difficile n'augure jamais rien de très bon pour la qualité du produit fini. C'est bien sûr facile de donner des leçons vu de l'extérieur, mais il semble que la meilleure marche à suivre, ça aurait été de sortir le jeu uniquement sur PC fin 2020 et de sortir les versions pour les consoles de nouvelle génération en 2021. Ça veut dire abandonner les consoles de la génération précédente qui représentent une base importante de clients, mais sur lesquels le jeu fonctionnait pas correctement, soit à cause des faiblesses techniques de la console ou à cause du manque d'optimisation du moteur du jeu. En suivant ce plan, le jeu aurait été entre les mains des joueurs PC, ce qui aurait banni définitivement le spectre du vaporware
Vaporware. Les tests auraient été positifs comme ils l'ont été dans la pratique parce que les testeurs ont généralement de bonnes machines et ils ont eu droit à la version PC qui fonctionne correctement. Les joueurs console de leur côté auraient salivé quelques mois en attendant que le jeu arrive sur leur plateforme favorite. Sur le moyen terme, CD Projekt aurait fait ses ventes. Mais alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que mon plan sacrifie la hype. Le monde entier n'aurait pas joué à Cyberpunk en même temps. Le push marketing sur les dernières semaines n'aurait pas pu être aussi intense puisqu'il fallait le séparer entre la version PC et la version console. Et tout d'un coup, ce n'est plus le lancement de l'année auquel rêvait clairement CD Projekt. Mais l'avantage de mon plan, c'est qu'il préserve la réputation du studio. Faire le choix de privilégier les joueurs PC serait apparu comme un choix un peu élitiste, mais pas complètement inattendu pour un studio de jeux de rôle polonais dont le premier jeu n'est sorti que sur PC. Après tout, les jeux de Rockstar comme GTA V et Red Dead Redemption 2 sortent d'abord sur console, puis prennent plus d'1 an avant d'arriver sur PC. Donc c'est clairement pas sans précédent, même pour un gros studio. En l'état, les dégâts qui ont été faits à la réputation du studio vont prendre probablement 10 ans à réparer, surtout quand on prend en compte le délai entre leurs jeux. Alors oui, avoir de l'attention négative, c'est mieux que de ne pas avoir d'attention du tout. Et oui, aussi bon soit votre produit, il y aura toujours des gens pour le critiquer. Mais c'est pas une raison pour verser de l'huile sur le feu. CD Projekt ont laissé leur propre hype leur monter à la tête. Ils ont lancé le jeu beaucoup trop tôt. Ils se sont enfermés dans une situation où ils devaient sortir un produit mal terminé pour ne pas décevoir les attentes. Tout ça aurait pu être évité avec une stratégie marketing différente. Et c'est le sujet de la deuxième partie de cette vidéo. Je dois avouer que mon intérêt pour l'histoire de Cyberpunk a un aspect très personnel. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans un petit groupe de personnes qui partent de rien et qui ont un premier succès, qui décident de rempiler sur une vision encore plus grosse. Je me reconnais là-dedans. Et je me reconnais aussi dans la peur que mes efforts ne soient pas suffisants, que ma vision ne soit pas réalisée, et que les gens qui m'ont fait confiance soient déçus. Le drame de cette histoire, c'est que le public est injuste. Si vous prenez tous les risques pour accomplir une vision et que vous réussissez, vous êtes un héros. Mais si vous échouez, vous êtes un charlatan. Pourtant, dans les deux cas, vous avez fait la même chose. Vous avez eu une vision, le désir de la réaliser, et la foi inébranlable que vous allez y arriver. Ce n'est qu'à posteriori que le public va décider si vous avez été un génie visionnaire ou un égomaniaque totalement détaché de la réalité. Et ça, c'est dur, parce que c'est tellement facile pour les gens qui vous jugent de l'extérieur de vous expliquer toutes vos erreurs. C'est plus ou moins ce que j'ai fait dans cette vidéo. Mais le paradoxe, c'est que les seuls qui ont une chance d'accomplir leurs rêves les plus fous, ce sont ceux qui sont capables de prendre ce risque et de poser une grosse vision avec une confiance en eux inébranlable, même si, en vérité, le succès de leur projet est tout sauf garanti. Alors la question que je me pose, c'est comment éviter ce piège ? Comment accomplir une grande vision sans se brûler les ailes ? Et comment est-ce que CD Projekt aurait pu mieux gérer le marketing de Cyberpunk ? L'erreur clé de CD Projekt est simple. Ils ont annoncé le jeu trop tôt. Tous leurs problèmes marketing découlent de ça. Les attentes excessives qui ne pouvaient qu'être déçues. La pression de sortir le jeu sans plus de délai, et l'usure du public qui était fatigué d'une campagne de communication interminable. Le pire, c'est que selon Bloomberg, le jeu a été annoncé en 2011, mais le studio était encore occupé sur The Witcher 3, et donc le développement n'a vraiment commencé qu'en 2016. Sur ce point, CD Projekt aurait bien fait de prendre exemple sur le studio qu'il cherchait à imiter, c'est-à-dire Rockstar. Parce que si on regarde la timeline marketing du dernier jeu Rockstar, Red Dead Redemption 2, la différence est évidente. Le développement a commencé mi-2010 après la sortie du premier Red Dead Redemption. Le jeu est sorti en octobre 2018 sur console. C'est donc un développement de plus de 8 ans, à peine moins que Cyberpunk. Mais le premier teaser pour Red Dead 2 n'est paru qu'en octobre 2016, soit 2 ans avant la sortie du jeu. Et encore, ce jeu a lui aussi été repoussé plusieurs fois, donc la sortie d'origine était prévue pour la première moitié de 2017. Donc Rockstar envisageait de sortir cet énorme jeu moins d'1 an après son premier teaser. Et c'est suffisant. D'un point de vue marketing, il n'y a pas énormément d'avantage à parler d'un produit des années avant sa sortie. Au contraire, vous grillez vos cartouches trop tôt. Par exemple, le premier trailer pour Cyberpunk a vendu du rêve aux joueurs avec son univers futuriste. Mais c'était en 2013. Le jeu n'allait pas être en vente avant plus de 7 ans. Et évidemment, l'excitation d'un trailer, ça retombe vite. Alors il faut constamment alimenter la machine avec plus de promesses et prendre le risque de commencer à annoncer des choses que vous ne pouvez pas livrer à force de surenchère ce que vous avez annoncé l'année précédente. Surtout que quand on fait face à un développement long et compliqué, il est inévitable que certains éléments vont être changés ou abandonnés en cours de route. C'est parfaitement normal. Mais quand vous avez déjà communiqué dessus, vous êtes coincé. Soit il faut développer coûte que coûte les fonctionnalités qui ont été annoncées il y a plusieurs années mais qui n'ont plus autant de sens, soit il faut les éliminer et faire face aux critiques que votre pub initiale était mensongère. Il n'y a pas de bonne solution. Le pire, c'est que toute cette communication, ça consomme des ressources. Par exemple, pour l'E3 2018, CD Projekt voulait annoncer quelque chose pour rappeler qu'ils existent. Mais ils avaient déjà sorti un trailer 6 ans plus tôt. Donc il fallait faire quelque chose d'un peu plus gros. Alors ils ont sorti une vidéo de gameplay de 48 minutes. Les fans étaient ravis, mais à quel prix ? En 2018, le jeu était loin d'être fini, donc il fallait bidouiller quelque chose pour avoir une démo convaincante. L'article sur Bloomberg explique. Ce que les fans ne savaient pas est que la démo était quasiment entièrement fake. CD Projekt n'avait pas encore terminé les systèmes de jeu nécessaires, ce qui explique pourquoi beaucoup de fonctionnalités présentes dans la démo ne sont pas dans le produit fini.
Les développeurs ont dit qu'ils pensaient que la démo était un gaspillage de plusieurs mois qui aurait dû être passé à travailler sur le jeu. Stratégiquement, je dirais que le premier trailer de Cyberpunk aurait dû sortir début 2019. Ça lui aurait donné 6 mois pour être digéré avant le 3 où, BAM! Deuxième grosse annonce, Keanu Reeves est sur scène et annonce qu'il sera dans le jeu. Ça donne encore 1 an et demi à CD Projekt pour communiquer sur les détails avant une sortie fin 2020. On pourrait appeler ça la stratégie de la dernière ligne droite. On concentre les ressources marketing et la hype sur une période plus courte avant le lancement, de préférence 1 an et maximum 2. Et encore, on peut imaginer de faire beaucoup plus court. Les exemples les plus extrêmes viennent du monde de la musique, où il devient de plus en plus fréquent pour les artistes de faire le buzz en sortant un album sans aucune annonce préliminaire. Même moi, j'ai entendu parler de l'album Lemonade de Beyoncé en 2016. Et rien qu'en 2020, il y a eu des albums surprises de Eminem, Childish Gambino, Drake et Taylor Swift. Le principe ici, c'est que c'est difficile d'accrocher l'attention des gens. Alors quand vous avez réussi à avoir cette attention, vous les capitalisez dessus en ayant un appel à l'action comme acheter mon produit ou écouter mon album. Donc si vous communiquez trop de temps avant que le produit soit disponible, vous gaspillez cette attention sans générer de résultats. C'est aussi pour ça, par exemple, que Netflix fait assez peu de promos pour ses séries avant qu'elles sortent. Mais le jour où c'est dispo, vous allez être matraqué de recommandations. Ils concentrent leur effort de promotion sur le moment où vous êtes capable de passer à l'action. Raccourcir la campagne de communication aurait pu résoudre pas mal de problèmes pour CD Projekt, mais ça n'aurait pas réparé le jeu qui a été lancé plein de bugs. Mais là encore, ils ont été victimes de leur ambition. La question à se poser, c'est est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de passer 8 ans à développer un produit ultra compliqué, puis essayer de faire un énorme lancement en fanfare? La réponse, c'est de moins en moins. Si vous étiez un fan de jeux vidéo dans les années 90, vous alliez tous les mois au petit kiosque à journaux au coin de la rue pour acheter votre magazine préféré. Une fois rentré chez vous, vous arrachiez fébrilement l'emballage plastique pour lire les tests des nouvelles sorties et les news sur les prochains jeux. Ça permettait aux éditeurs de jeux d'avoir une stratégie de communication finement orchestrée. Un gros jeu pouvait s'offrir la couverture de tous les magazines. Il y avait juste moins d'informations qui étaient disponibles. Même chose pour la distribution. Il fallait un énorme push marketing pour être mis en avant dans les boutiques, ce qui se traduisait en vente. Mais aujourd'hui, quand on peut facilement acheter un jeu sur Steam ou Amazon ou le PlayStation Store, ça n'est plus aussi nécessaire d'être mis en avant dans les boutiques. Et quand le produit peut facilement être mis à jour en continu, il n'y a plus vraiment besoin d'attendre qu'il soit fini pour être lancé. C'est tout le principe du business model qu'on appelle l'early access. L'early access, c'est littéralement un accès anticipé. Un jeu sort en version bêta et les joueurs peuvent l'acheter en sachant que tout n'est pas fini. Il peut y avoir des bugs et tout le contenu prévu n'est pas encore disponible. En échange, ils payent un peu moins cher, reçoivent le jeu complet à sa sortie et surtout, ils participent à l'aventure du développement en donnant leur retour et en voyant le jeu être mis à jour régulièrement. Je vous disais tout à l'heure que tout produit populaire appelait ses propres critiques. Mais j'ai remarqué un jeu qui est sorti en 2020 et que tous ceux qui ont joué semblent adorer. Ce jeu, c'est Hades, un jeu indépendant qui est sorti en Early Access en 2018 et qui a été lancé officiellement en septembre 2020. Les critiques sont universellement positives et le studio a vendu plus d'1 million d'exemplaires à un tarif de $20. Étant donné que le jeu a été développé par une vingtaine de personnes seulement, c'est un énorme succès. Ce modèle d'accès anticipé est un antidote prometteur aux effets pervers de la hype dont on a parlé tout au long de la vidéo. Le modèle pourrait s'appliquer bien au-delà du monde du jeu vidéo, mais c'est dans cet univers qu'il est apparu et qu'il a été perfectionné. Et Hades est un exemple particulièrement intéressant parce que la chaîne NoClip a produit un documentaire en plusieurs parties sur son développement. Ça nous donne une perspective fascinante sur ce qui se passe au sein d'un studio qui lance un jeu en Early Access. Il y a 2 scènes particulièrement intéressantes dans ce documentaire. La première, c'est celle de la sortie du jeu en Early Access. Hades a été annoncé via un trailer lors des Game Awards en 2018, et il est sorti à la même minute. À la fin du trailer, il y avait simplement un lien pour acheter le jeu. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Si vous avez l'attention des gens, autant leur proposer un appel à l'action. Donc si le trailer vous a fait kiffer, vous pouvez payer directement et tester le jeu. Au mieux, vous allez vous amuser direct. Au pire, tout n'est pas encore fini et vous y reviendrez plus tard. La deuxième scène dont je vais vous parler a lieu quelques heures après. Toute l'équipe est rassemblée autour d'un écran pour regarder un streamer jouer à leur jeu pour la première fois. Ils commentent entre eux sur ce qui marche ou non et ils retiennent leur souffle en attendant sa réaction quand il atteint le dernier niveau disponible dans la version Early Access. It was a blast! Oh my god! Pretty good. Ces 2 scènes nous aident à comprendre pourquoi le jeu a aussi bien été accueilli par la critique et le public 2 ans plus tard. C'est parce que les développeurs ont eu tout le temps d'écouter les feedbacks et d'optimiser l'expérience. Et comme le jeu était déjà en vente, il n'y avait pas de pression de lancer le plus vite possible. Il n'y avait pas de hype, pas d'attente qui grossissait de manière démesurée dans l'esprit des fans qui n'ont que quelques trailers à se mettre sous la dent. À la place, il y avait le cousin, beaucoup plus sain et raisonnable de la hype, le bouche à oreille. Une personne qui aime Hades pouvait dire à son ami « Bien, c'est un jeu cool, ça va te plaire, tu devrais essayer ». Et le plus incroyable, c'est qu'être en Early Access n'a pas empêché Hades d'avoir son lancement. Fin 2020, Hades a lancé sa version 1 et a fait 300 000 ventes en quelques jours. Beaucoup de gens en avaient entendu parler via bouche à oreille et attendaient la sortie officielle. Ou alors ils l'ont découvert via des tests, qui ne sont traditionnellement faits qu'une fois qu'un jeu termine son Early Access. Ou alors ils voulaient simplement jouer sur Switch qui n'avait pas eu la version Early Access. Bien sûr, il y a de grosses différences dans l'ambition de Cyberpunk et de Hades. Ces 2 jeux ne sont pas directement comparables. Je me doute que CD Projekt n'aurait
n'aurait pas fait un early access classique pour Cyberpunk. Mais il y a quelque chose à prendre dans l'idée de créer un jeu de manière itérative. Est-ce que cette attente interminable avant de mettre le jeu dans les mains du public était vraiment nécessaire? Si on abandonne l'idée de faire un énorme lancement avec un énorme push marketing, tout le contenu n'a pas besoin d'être disponible en jour 1. Le jeu aurait pu sortir 2 ans plus tôt dans une version plus limitée et recevoir des expansions régulières et gratuites. C'est loin d'être une idée tirée par les cheveux. Les plus gros jeux aujourd'hui sont vivants. Ils s'apparentent plus à des services qui vous livrent de la valeur en continu qu'à des produits que vous allez acheter une fois et ils sont tout terminés. Prenez l'exemple de Fortnite, un carton planétaire qui, oui, est sorti sous le label Early Access et n'a abandonné cette étiquette officiellement qu'en juin 2020. Mais surtout, Fortnite est constamment mis à jour avec une succession de saisons, d'événements et d'intégration marketing. Même Rockstar, les idoles de CD Projekt, s'y sont mis. Leur GTA V est le produit culturel le plus rentable de tous les temps, avec plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais ces 6 milliards ont en grande partie été générés grâce au mode en ligne qui propose des expansions et des microtransactions. Quand il a été lancé, ce mode de jeu était buggé et les serveurs étaient surchargés. Mais les joueurs l'ont pardonné parce qu'il a reçu des mises à jour régulières depuis plus de 7 ans. C'est un univers vivant qui est régulièrement étendu par les développeurs. Alors oui, les puristes vous diront que Fortnite et GTA Online sont des jeux en ligne multijoueurs. Et c'est vrai qu'il y a moins d'exemples de jeux solo AAA qui sont développés de cette manière. Mais le modèle des jeux solo compliqués avec Early Access existe chez les indépendants et demande qu'à être repris par un plus gros studio. Minecraft par exemple a été lancé par un seul développeur sur une version alpha payante et est devenu le jeu le plus vendu de tous les temps. Au fil des années, le jeu a ajouté des fonctionnalités au point que le Minecraft 2021 n'a plus grand chose à voir avec celui de 2011. Ou prenez Darkest Dungeon, Don't Starve, Prison Architect, Kerbal Space Program, Factorio, Stardew Valley ou Slay the Spire. Ce que tous ces jeux ont en commun, c'est qu'ils ont été développés par des petits studios. Oui, mais surtout qu'ils sont bourrés de mécaniques et de systèmes compliqués qui doivent interagir les uns avec les autres. C'est impossible de créer ce genre d'univers complexe du premier coup, directement sorti du cerveau du créateur. Il faut optimiser, équilibrer, peaufiner pour que tout fonctionne de manière harmonieuse. Cyberpunk était un jeu ambitieux. Et peut-être que son erreur n'était pas son ambition, mais l'idée que cette vision devait être parfaitement réalisée en jour 1. Au final, même les joueurs PC qui ont aimé le jeu vous diront il y a plein de bugs, mais c'est marrant, ça fait partie du jeu. Donc Cyberpunk n'aurait rien perdu de son attrait en sortant une version non terminée. Peut-être qu'ils auraient simplement pu sortir l'open world en early access. Les joueurs auraient été libres de créer leurs personnages, d'explorer la ville et de tester les systèmes. Et si de temps en temps un bug catapulte votre voiture à l'autre bout de la ville, c'est pas grave, ça fait partie du fun de ce genre d'expérience. Les développeurs auraient pu peaufiner le monde et la technique et les systèmes sans ridiculiser leur scénario. Et ensuite, quand tout était bon sur le plan technique, ils auraient sorti les missions de la campagne avec l'histoire sérieuse et le personnage joué par Keanu Reeves. Comme ça, ils auraient quand même eu leur gros jour de lancement. Ou alors, ils auraient pu sortir cette histoire chapitre par chapitre pour avoir plus de temps pour peaufiner chaque partie. Ils auraient étalé les révélations sur 1 an, comme un feuilleton dont on attend la suite avec impatience. Et encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas de précédent pour un jeu solo par un studio aussi réputé qui sort sur un modèle d'early access. Mais je vais vous faire une prédiction ici, je pense que ça va arriver d'ici 1 ou 2 ans. Le modèle a été prouvé à la fois sur les jeux solo dans la scène indépendante et dans les blockbusters multijoueurs qui impriment du cash. Ce qui est décevant, c'est que pour toute leur inventivité dans la création du monde de Night City, CD Projekt ont choisi une stratégie commerciale tristement coincée au XXe siècle. Être un visionnaire, c'est pas seulement faire de grosses annonces, c'est aussi innover sur votre manière de travailler derrière les coulisses pour trouver un moyen d'accomplir ce qui, il y a seulement quelques années, était impossible. L'ironie, c'est que Cyberpunk va se retrouver dans le modèle que je décris, mais ils vont tomber dedans à reculons et sous la moquerie générale. Ils vont passer 1 ou 2 ans à réparer ce qu'ils ont lancé et à ajouter des choses pour essayer de se faire pardonner. Et vu leur talent et vu la pression qu'ils se sont mis, ils vont sûrement y arriver. En 2023, sur un bon PC ou une console de nouvelle génération, Cyberpunk, ça sera sans doute excellent. C'est exactement ce qui est arrivé avec No Man's Sky. Ce jeu d'exploration spatiale a été annoncé avec un splendide trailer et des promesses incroyables. Vous alliez pouvoir explorer des galaxies entières et découvrir des choses fantastiques. Malheureusement, à son lancement, le jeu a été décrit comme vide et répétitif. Mais le studio n'a pas lâché l'affaire, ils ont continué à travailler dessus pendant des années après sa sortie. Et aujourd'hui, No Man's Sky est plutôt bien apprécié des joueurs qui saluent le chemin parcouru depuis le lancement. Donc la question c'est, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'autant de hype, de déception, de stress et de négativité pour en arriver là? Probablement pas. Ce que je retiens de tout ça, c'est pas une leçon sur Cyberpunk ou sur l'industrie du jeu vidéo. C'est une leçon pour les entrepreneurs, les ambitieux, les visionnaires, quel que soit votre milieu. Et la leçon, c'est arrêter de chasser la hype, la grosse annonce, le lancement en fanfare. En ce qui me concerne, ça fait quelques années que je suis cette méthode. En novembre, j'ai lancé un nouveau business sur cette chaîne, un logiciel de formation en ligne appelé Schoolmaker. Je ne l'ai pas teasé, je n'ai pas passé des années à travailler dessus dans l'ombre, j'ai juste annoncé, voilà ma vision. Voilà ce que j'ai déjà créé et voilà ce qui va arriver ensuite. Et j'ai proposé aux gens motivés de rejoindre la première version du produit. Maintenant, au lieu de travailler dans un coin avec mon associé, on a des centaines de clients qui nous donnent leur retour chaque semaine. Le résultat final sera largement meilleur grâce au retour qu'on va récolter en cours de route. Et j'ai utilisé cette méthode pour vendre ce logiciel, mais aussi des formations en ligne et des services en B2B. D'ailleurs, j'ai lancé tellement de formations avec cette méthode que je vais donner un nom. Je l'appelle le lancement inversé. Si vous voulez vendre vos propres formations et voir comment marche un lancement inversé, je vous l'explique dans l'email numéro 7 de ma formation gratuite Construire une audience qui achète. Pour la recevoir, il suffit de cliquer le bouton qui se trouve en dessous de moi. C'est gratuit. À la prochaine.